Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous lance avec notre deuxième partie des équipes de la Ligue nationale de hockey, leur début de saison. Allons-y avec la conférence de l'Ouest pour cet épisode. Allons-y tout d'abord avec les puissants Jets de Winnipeg qui sont présentement à 11 victoires, une seule défaite pour un total de 22 points. C'est vraiment un début de saison de rêve pour les Jets qui sont présentement sur une série de victoires de 3 de suite. Pour vous donner une idée de leur puissance en moyenne des buts marqués, c'est 4.9 buts marqués par match. Ils sont premiers dans la ligue dans cette statistique-là. Et pour vous donner une autre idée, à leurs 3 derniers matchs, c'est une victoire de 6-2 contre Détroit, de 6-2 encore une fois contre les Blue Jackets de la Columbus et une victoire de 7-4 face à Tampa Bay. Donc c'est quand même 19 buts marqués en 3 matchs, ce qui est vraiment énorme. Donc les Jets, vraiment une grosse puissance au niveau des buts. Au niveau des buts concédés par match, c'est 2.5 seulement. Ils sont 3e de la ligue dans cette statistique. L'avantage numérique le plus performant de la ligue avec 44.1%, ce qui est absolument incroyable. Et un désavantage numérique de 76%, un peu plus décevant dans ce niveau-là, 21e de la ligue. Et vraiment pour les Jets, l'arme secrète des Jets cette année, en tout cas en début de saison, c'est Kyle Connor, 9 buts, 10 passes pour 19 points en 12 matchs. Nikolai Ehlers, 8 buts, 9 passes pour 17 points en 12 matchs. Et Mark Scheifele avec 7 buts, 9 passes, 16 points en 12 matchs. Évidemment, leur quarterback en défense, 2 buts, 13 passes pour 15 points pour Josh Morrissey. C'est vraiment un début de saison qui est absolument phénoménal pour les Jets. Plus 29 dans ce qui est du différentiel de buts en 12 matchs. C'est vraiment incroyable. Les Jets ont eu beaucoup de difficultés en série l'année passée. En première ronde, face à Colorado, très particulièrement Connor Hellebuyck, qui a eu l'air un peu fou devant le filet. Mais vraiment, Hellebuyck et l'équipe au complet montrent que vraiment, c'est eux la puissance de l'Ouest en ce début de saison. Et peut-être pour tout le reste de la saison, à voir s'ils vont réussir éventuellement à faire une bonne run en série éliminatoire. Et oui, comme on est surpris du début de saison pour les Jets, qui nous surprend tout en ce moment, ils sont très forts. C'est bien beau parler des joueurs avec le nombre de points, mais moi je voulais faire un tour un peu aux gardiens de but, comme Hellebuyck, un gardien très bon. Oui, il avait de la misère en série l'année passée, mais il nous montre qu'en début de saison, c'est le meilleur et il veut rester le meilleur. En 9 matchs, il y a 8 victoires, 1 défaite, avec un pourcentage d'efficacité de .917, ce qui est superbe. Et même si on regarde le deuxième gardien de but, Eric Comrie, en 3 matchs, il y a 3 victoires et un pourcentage d'efficacité de .914. Donc, vraiment, là, une équipe qui a 2 gardiens de but. C'est vraiment dur à trouver, 2 gardiens de but. Il y a plusieurs équipes qui n'ont pas de gardien de but, puis qu'on voit qu'ils échouent un peu leur match. Mais les Jets nous montrent le contraire, et ils ont 2 très bons gardiens de but. C'est vraiment spectaculaire ce que les Jets sont en train de faire en ce début de saison. C'est 11 victoires sur 12 matchs, ce qui est exceptionnel. Et vraiment, il y a Jay qui a parlé des 3 joueurs principaux, Connor, Ehlers et Scheifele, mais vraiment, c'est l'équipe au grand complet, je dirais, qui met la main à la pâte à chaque match. Il y a beaucoup de joueurs avec déjà plusieurs points. Scheifele, Connor et Ehlers à plus de 15. On a Morrissey à 15 aussi. Pionk à 13 points. Perfetti qui connaît un très bon début de saison avec 11 points en 12 matchs. Nino Niederreiter, 10 points. Gabe Vilardi, 10 points. Namestnikov, 9 points. Mason Appleton, 9 points. Donc vraiment, toute l'équipe, autant en défensive qu'à l'attaque, se joint au pointage à chaque match. Comme on a dit précédemment, lors des 3 dernières victoires, il y a beaucoup de buts qui ont été marqués. Et encore une fois, Hellebuyck cette saison montre que ce qui s'est passé en série, selon moi, c'est vraiment un slip, si on peut dire. C'est vraiment une erreur de concentration de toute l'équipe. Et j'ai l'impression que
cette saison, les Jets veulent montrer que c'est vraiment l'équipe qui se rabatte dans l'Ouest et qui va être extrêmement dure à faire face en série. Juste pour ajouter un petit peu sur les Jets, Kyle Connor a maintenant 1 point à ses 12 premiers matchs, qui est exceptionnel. Et Nikolai Ehlers est devenu, lors du dernier match, le meilleur pointeur danois de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, c'est quand même pas rien d'avoir 2 joueurs excellents comme ça dans l'alignement. Maintenant, passons du côté au Wild de Minnesota. Eux qui sont 8-1-2, deuxième dans la division centrale, qui sont sur une série de 3 victoires consécutives. Parlons un peu des attaquants. Dans le fond, Kirill Kaprizov, 7 buts, 14 passes pour un total de 21 points. 21 points en 11 matchs, c'est très merveilleux. Matt Boldy, en 11 matchs, il y a 6 buts, 7 passes pour un total de 13 points. Ensuite, pour Mats Zuccarello, en 11 matchs, il y a 5 buts, 6 passes pour un total de 11 points. Donc, on voit ici que l'équipe, c'est quand même en course contre les Jets. Une équipe très dangereuse aussi. Une équipe à surveiller. Et aussi, du côté des gardiens de but, Gustafsson, en 8 matchs, il y a 6 victoires, 1 défaite pour une efficacité de .924, ce qui est merveilleux, j'ai rien à dire sur ça. Et même Marc-André Fleury, en 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite en prolongation pour une efficacité de .899. Donc, cette équipe aussi, ils ont 2 très bons goalers et des bons joueurs, donc vraiment, vraiment à surveiller cette saison. Je pense qu'on devrait vraiment prendre le temps de plus parler de Filip Gustavsson, qui vraiment, depuis le début de la saison, est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale jusqu'à maintenant. Pour vous donner une idée de ses statistiques depuis le début de la saison, le 10 octobre contre Columbus, c'est 31 arrêts sur 33 tirs pour une efficacité de 9,39, son pourcentage d'arrêt, bien évidemment. Contre les Jets, le 13 octobre, c'est 33 arrêts sur 35 tirs. Contre les Blues, le match prochain, le 27 arrêts sur 28 tirs. Contre Columbus, le 19 octobre, 23 arrêts sur 24 tirs, efficacité de 9,58. Et contre les puissants Panthers de la Floride, le 22 octobre, 24 arrêts sur 25 tirs pour une efficacité de 9,60. Donc vraiment, Gustafsson a été performant dès le début de la saison. Vraiment, personne est capable de l'arrêter. Vraiment, il est sur une extrêmement belle lancée. Et le Wild, pendant plusieurs saisons, on s'est dit que le manque de gardien de but était vraiment à l'appel. Mais vraiment, Filip Gustavsson a montré que c'était le gardien vraiment numéro 1. Même si on a Marc-André Fleury dans l'équipe, qui est officiellement un gardien numéro 2. Mais Filip Gustavsson montre vraiment que c'est lui le gardien numéro 1 pour l'avenir du Wild du Minnesota. En plus des excellentes performances des 2 gardiens, il faut aussi parler de la défensive. La défensive qui accorde seulement 2,5 buts par match, bon pour le 3e rang dans la Ligue. Donc c'est vraiment très très bien ce que le Wild font en ce début de saison. Si on veut suivre dans le derrière vraiment à seulement 4 points des Jets. Donc ça va être une course, j'ai l'impression, toute la saison extrêmement serrée entre les deux. J'ai l'impression qu'avec les excellents résultats de Kaprizov en ce début de saison, de la défensive et de Gustafsson qui fait un travail remarquable, le Wild pourrait vraiment surprendre cette saison et être très bien placé en vue des séries éliminatoires. La seule lacune cependant pour le Wild qu'il va falloir régler au cours de la saison, c'est en désavantage numérique. On est présentement 30e dans la Ligue nationale à 65,2% d'efficacité. Donc c'est vraiment un aspect du jeu du Wild qu'il va falloir régler, surtout lorsqu'on va affronter les Jets justement, qui sont eux premiers en avantage numérique. Passons maintenant aux Stars de Dallas qui sont 3e de la centrale avec un dossier de 7 victoires, 4 défaites et 14 points. Et encore une fois, les Stars de Dallas, on pensait en début de saison qu'avec une équipe un peu plus vieillissante, avec la perte entre autres de Joe Pavelski,
Ryan Suter en défensive. Ça aurait pu être beaucoup plus difficile, mais c'est un excellent début de saison. Et comme un peu le Wild, c'est une excellente équipe au niveau de la défense, avec eux aussi 2,5 moyenne de buts alloués par match, bon pour le 3e rang, et un excellent désavantage numérique avec 88,6% d'efficacité, bon aussi pour le 3e rang. Malheureusement pour les Stars, on est sur une série de 2 défaites consécutives. Les 2 défaites face aux champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, défaites de 6-4 et de 4-2. Les 2 matchs qui se sont déroulés en fin de semaine en Finlande. Donc ça a été quand même un très bon spectacle malgré 2 défaites. Les 2 équipes qui ont vraiment bien compétitionné, mais on a vu vraiment que les Panthers étaient quand même beaucoup plus forts et beaucoup mieux structurés que les Stars lors de ces 2 matchs. Je dirais que l'étoile cette saison, ou en tout cas en ce début de saison pour les Stars, c'est vraiment le centre Matt Duchene qui en 11 matchs a 7 buts, 8 passes pour 15 points, un différentiel de plus 6 avec 20 tirs au but. C'est vraiment lui qui ressort le plus de cette équipe en ce début de saison au niveau de l'attaque. Bien sûr accompagné de Logan Stankoven, 1 but seulement, mais 9 passes pour 10 points en 11 matchs, qui est excellent pour le très jeune ailier droit de l'équipe. En plus d'avoir des très bons défenseurs, nous avons aussi 2 très bons gardiens de but. Le gardien numéro 1, Jake Oettinger. En 7 matchs, il y a 5 victoires, 2 défaites, avec un pourcentage d'efficacité de .917. Et Casey DeSmith, le gardien numéro 2, avait en 4 matchs 2 victoires, 2 défaites, mais il y a quand même un pourcentage d'efficacité de .922, ce qui est superbe, honnêtement. 2 gourdieux très stables, qui fait en sorte d'appuyer la défensive en ce début de saison. De mon côté, j'aimerais parler d'un joueur en particulier, étoile, qui a un début de saison extrêmement difficile. Et je parle bien évidemment du défenseur, le numéro 4, Miro Heiskanen, qui a seulement enregistré son premier point, sa première passe de la saison, seulement le 24 octobre dernier, face aux Bruins de Boston, en ayant recueilli une passe à ce match. Après ça, depuis, ça va quand même assez mieux. Le 26 octobre contre les Blackhawks, c'est un match de 2 passes pour Heiskanen. Et le 2 novembre dernier, c'est une passe face aux Panthers. Donc, ça se replace un peu plus pour l'excellent défenseur Miro Heiskanen. Mais vraiment, on a été dans une séquence de 6-7 matchs sans le moindre point pour Heiskanen, qui est quand même reconnu pour être un bon fabricant de jeu. C'est pas un défenseur qui marque énormément de buts. C'est un gars qui va set up ses coéquipiers pour des buts. C'est justement son rôle principal. Évidemment, un joueur extrêmement rapide et extrêmement polyvalent en termes de défense. Mais vraiment, Heiskanen va devoir... on va devoir resserrer la vis un peu plus du côté de Heiskanen. C'est vraiment pas le genre de début de saison qu'on est habitué de voir de cet excellent défenseur-là. Donc on verra comment la saison va pour lui. Évidemment, la saison est encore très jeune. Seulement 11 matchs joués sur 82 quand même pour Heiskanen. Mais on s'attend à beaucoup plus de lui. Si on reste dans la même voie des joueurs qui doivent en donner plus du côté des Stars, il y a bien sûr le capitaine Jamie Benn, qui cette saison en 11 matchs, c'est 3 buts, 2 passes pour 5 points seulement et un différentiel de -3. Donc il va vraiment falloir que le capitaine recommence à être le leader de cette équipe et vraiment y aller de plus d'offensive et avoir un meilleur résultat aussi en défensive pour améliorer sa fiche de -3, qui est une des pires fiches de l'équipe, avec Sam Steele qui est à -4 et Roope Hintz à -2. Donc, il va vraiment falloir, du côté de Jimmy Benn, de se réveiller un peu si on veut en ce début de saison. Oui, la saison est jeune, on peut toujours se rattraper de son côté, mais il faut vraiment, un peu comme ce que Matt Duchene fait, lead l'équipe vraiment au succès cette saison. Allons-y maintenant du Utah Hockey Club,
qui ont commencé leur saison avec 5 victoires, 4 défaites et 3 défaites en prolongation, ce qui les classe 4e de la division centrale avec 13 points. Vraiment un début de saison de rêve pour Utah qui arrive dans leur nouvelle ville. Utah, évidemment, qui sont les anciens Coyotes de l'Arizona, qui sont eux les anciens Coyotes de Phoenix. Bref, une victoire vraiment éclatante le 8 octobre, le premier match à Utah. Une grosse victoire de 5-2 face à Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago. Une grosse victoire de 5-2, vraiment. L'ambiance, c'était à couper le souffle à Utah. C'était une grosse victoire. Clayton Keller et Dylan Guenther ont vraiment été excellents dans ce match. Le 10 octobre, après une grosse victoire face à Patrick Roy et les Islanders de New York, une grosse victoire de 5-4. Et on a même réussi à vaincre les Rangers de New York le 12 octobre. Une grosse victoire de 6-5. Mais après, disons que Utah est redescendu assez rapidement de son nuage. Une défaite de 3-0 face aux Devils. Une défaite de 5-4 face aux Ducks d'Anaheim. Après ça, on s'est repris avec une victoire face à Jim Montgomery et ses Bruins de Boston. Une victoire de 2-1. Et après ça, vraiment, c'est un peu la dégringolade depuis. On a, pour Utah, 5 défaites en 6 matchs. Une défaite de 4-0 face à Ottawa, 5-1 contre Colorado, 3-2 face aux Kings de Los Angeles. Une défaite contre les très mauvais Sharks de San Jose qui ont un début de saison un peu plus difficile. On pourra en reparler tantôt. On est remonté avec une victoire de 5-1 face aux Flames de Calgary. Mais on est rapidement revenu à la réalité, si on veut, face aux Golden Knights de Vegas, une défaite de 4-3. Donc Utah se classe 14e pour les buts marqués avec une moyenne de 3.1, ce qui est quand même assez bien. Ils ont quand même un bon core offensif. Pour la moyenne de buts alloués, c'est 3.5 malgré tout, 24e de la ligue. Un avantage numérique qui va quand même assez bien avec 19.4%. 17e de la ligue, un désavantage numérique qui mérite un peu plus d'effort avec 78,6%. Donc Utah, un bon début de saison, une série de 4 défaites à oublier rapidement. Donc pour Utah, tout ce qu'il va falloir faire, c'est rebondir de nos lacunes et d'aller chercher des victoires qui vont nous permettre peut-être de se classer plus haut dans la division centrale. Ça a été vraiment un très bon début de saison pour Utah, mais je pense vraiment que maintenant on est retombé sur nos pattes. Je pense vraiment que ça va être beaucoup plus difficile qu'on pensait au début de la saison. Il faut se rappeler, il y a beaucoup de personnes qui pensaient avant la saison que Utah serait une équipe contender pour participer aux séries. J'étais d'ailleurs de ceux qui pensaient que ça aurait pu, mais en voyant un peu les résultats des dernières semaines, j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile pour l'équipe. On est un peu désorganisé en défensive. On accorde beaucoup de buts, comme Jay a dit, 3.5 buts par match en moyenne. Va vraiment falloir régler cette lacune si on veut espérer compétitionner dans la division centrale, qui est une division extrêmement forte, comme on a pu le voir un peu plus tôt. Et d'ailleurs, lors de notre prochain match, mardi le 5 novembre, on va affronter les leaders dans la division centrale et la meilleure équipe en ce moment de la Ligue nationale, les Jets de Winnipeg. Donc ça va être vraiment un match extrêmement important pour Utah de remporter, mais ça va être extrêmement difficile contre une équipe qui accorde peu de buts et qui en marque beaucoup. Du côté des gardiens de but, on a Connor Ingram, le gardien numéro 1, en 10 matchs, il y a 5 victoires, 2 défaites et 3 défaites en prolongation. Au moins, les défaites en prolongation, on donne un point à l'équipe. Les moyennes de buts alloués de 3,57 et le pourcentage d'efficacité de 0,881. C'est pas si pire, mais il peut encore travailler un peu plus fort. Et du côté du gardien numéro 2, Karel Vejmelka, en 3 matchs, 0 victoire, 2 défaites, un moyenne de buts alloué de 3,04 et un pourcentage d'efficacité de 0,889. À mon avis, je trouve qu'on devrait essayer de garder Ingram. Je trouve que Ingram, gardien numéro 1, c'est pas si pire, mais il y a un peu de trucs à travailler. Peut-être c'est du côté défensif, côté gardien.
Il y a encore un peu de pratique à faire, mais je trouve que dans quelques matchs, il va rester stable. Si on veut aussi connaître un peu plus de succès, il va falloir que les joueurs commencent à marquer beaucoup plus de buts. Nick Schmaltz, oui, deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 11 points, mais aucun but cette saison. Baron Hayton, 7 points seulement en 12 matchs. Matthias Maccelli, que 2 buts et 6 points en 12 matchs. Jake McBain, que 5 points en 12 matchs, seulement 2 buts. Alex Kerfoot, 4 points seulement, 2 buts. Lawson Krause, seulement que 3 buts et 4 points en 12 matchs. Donc, il va vraiment falloir que les joueurs produisent davantage si on veut espérer à des meilleurs résultats tout au long de la saison. Allons-y maintenant avec les Blues de Saint-Louis qui ont eu un début de saison assez mitigé. 6 victoires pour 6 défaites pour un total de 12 points, ce qui les classe 5e de la centrale. Vraiment difficile de marquer des buts pour les Blues. 2,7 buts marqués en moyenne par match, ce qui les classe 24e de la Ligue en ce moment. Et pour les buts alloués, c'est 3,2, ce qui est énorme. 14e de la Ligue. Donc, il va falloir se replacer un peu plus défensivement, mais surtout offensivement. L'avantage numérique est vraiment désastreux avec 13,3%, 28e de la Ligue. Et le désavantage numérique à 76,5%. Donc, il va falloir resserrer la vis, évidemment, pour les unités spéciales. Comme je l'ai dit, le marquage de but à Saint-Louis, c'est assez difficile. Le meilleur marqueur en ce moment, en 12 matchs, c'est Pavel Buchnevich, lui qui avait signé une extension de contrat cet été avec les Blues. Lui, pour 4 buts et 3 passes pour 7 points en 12 matchs. Et c'est vraiment le meilleur marqueur. C'est le plus haut total de buts qu'un joueur a marqué jusqu'à présent. Sinon, on a Jordan Kyrou, 3 buts, 7 passes pour 10 points en 12 matchs. Lui qui est le meilleur pointeur de l'équipe. Oui, c'est beau avoir 7 passes et 3 buts, mais c'est vraiment les buts marqués qui est un énorme problème. Dans l'ensemble de l'équipe, on a Holloway qui a 4 buts, 2 passes pour 6 points en 12 matchs, qui est bien aussi. Mais vraiment, celui qui c'est un peu plus difficile, c'est Robert Thomas, lui qui joue sur le premier trio avec Kyrou et Buchnevich. C'est seulement 1 but et 5 passes pour 6 points en 7 matchs. Oui, évidemment, il a manqué quelques matchs avec blessure, mais il va vraiment falloir marquer plus de buts. Pour vous donner une idée, Cole Caulfield a 10 buts dans tous ses matchs joués. Et le trio de Buchnevich, Robert Thomas et Jordan Kyrou ont un grand total de 8 buts. Pour vous donner une idée, c'est 8 buts marqués par un même trio, et pour Cole Caulfield, c'est 10 buts marqués par lui-même. Donc c'est vraiment le marquage de but qui est difficile pour les Blues. Offensivement, c'est extrêmement difficile. Et ça se voit aussi dans leurs statistiques de plus ou moins. Falk a moins 3, Jake Neighbors, lui, moins 5, Brandon Saad, moins 2, Braden Shen, moins 4. Donc, autant offensivement et défensivement, les Blues de Saint-Louis sont vraiment dans une position extrêmement difficile. Donc, ça va vraiment être le temps pour Drew Bannister de faire quelque chose, de resserrer ses joueurs, de reformer une meilleure offensive, une meilleure défensive. Parce que sinon, d'après moi, ça va être un des prochains coachs qui va se faire virer d'ici la fin de la saison. Il y a aussi une très mauvaise nouvelle du côté des Blues. En fin de semaine, le défenseur Philippe Broberg, celui qui vient d'arriver cette saison des Oilers, s'est blessé pour une durée de quelques semaines. C'était le meilleur pointeur au niveau de la défense avec 2 buts, 7 passes et 9 points en 12 matchs. Donc ça va faire extrêmement mal à la défensive des Blues et aussi au niveau des buts et des points marqués, puisqu'il était le deuxième meilleur marqueur de l'équipe après 12 matchs. Et il y a non seulement Philippe Broberg qui est blessé, mais on a aussi Kasperi Kapanen, Robert Thomas, comme j'ai nommé tantôt, Nick Leddy et Torrey Krug. Avant le début de la saison, on le savait qu'il allait manquer l'entièreté de la saison à cause d'une blessure à la cheville, donc ça va vraiment faire mal aux Blues, mais ça va être une opportunité aussi de bien mélanger l'effectif pour obtenir des victoires. Du côté des gardiens de but, si on regarde un peu Jordan Binnington, en 9 matchs, il y a 3 victoires, 5 défaites, un moyen de but alloué de 2,87,
et un pourcentage d'efficacité de .903. Ce que le 2.87, c'est pas si pire, mais c'est pas bas, c'est pas haut, donc c'est à travailler un peu. Et pour le gardien numéro 2, Joel Hofer, en 4 matchs joués, il y a 3 victoires, 1 défaite, pour la moyenne de buts alloués de 3.40, ce qui est extrêmement haut. Et le pourcentage d'efficacité aussi de .903 avec un blanchissage. Donc, les goalers, c'est vraiment à travailler aussi. C'est pas si pire pour le gardien numéro 1, Binnington, mais c'est aussi à travailler pour cette saison pour au moins se rendre peut-être en série éliminatoire ou au moins avoir plus de victoires. Allons-y maintenant des Blackhawks de Chicago qui ont 5 victoires, 7 défaites et 1 défaite en prolongation pour un bon total de 11 points, ce qui les classe 6e de la division centrale. 2.8 de moyenne de buts marqués par match, c'est quand même bien pour une équipe qui est en reconstruction en ce moment, 20e de la ligue, et 3.2 buts alloués par match, ce qui les classe 14e de la ligue dans cette statistique, ce qui est quand même pas si mal encore une fois. Un bon avantage numérique, 22.5%, 11e de la ligue, un des avantages numériques qui mérite encore une fois pour plusieurs équipes un peu plus d'effort, 75% pour 22e de la ligue. Pour les Blackhawks, c'est quand même un début de saison qui a été quand même assez difficile. C'est évidemment une équipe, oui, qui est en reconstruction, mais on essaie d'aller chercher des victoires pour potentiellement aller un jour en série. Les Blackhawks, ça fait quand même un certain temps qu'on n'est pas allé en série éliminatoire. Les Blackhawks reviennent quand même d'une dure séquence de 4 défaites de suite face aux Sabres de Buffalo, une défaite de 4-2, aux Canucks de Vancouver, 6-3, aux Predators de Nashville, 3-2, et aux Stars de Dallas, 4-2. Mais on a quand même réussi à gagner 3 de nos 4 derniers matchs, une victoire quand même assez imposante face à Nathan MacKinnon et l'Avalanche du Colorado, une victoire vraiment bien remportée de 5-2, une défaite contre les Sharks de San Jose le 31 octobre dernier, 3-2, mais une bonne victoire tout de même contre les Kings de Los Angeles, 4-3, et le 3 novembre dernier, une bonne victoire face aux Ducks d'Anaheim, 4-2. Donc vraiment un début de saison, oui, qui a été difficile, mais on a quand même réussi à rebondir du côté de Connor Bedard et des Blackhawks de Chicago. Connor Bedard d'ailleurs, qui est le meilleur pointeur, encore une fois, de l'équipe, avec, oui, 3 buts seulement, mais 9 passes. C'est quand même un joueur qui, on le voit à chaque match, et on va sûrement le voir au fil des saisons. C'est un joueur qui a une vision du jeu extrêmement bien développée. Et ce gars-là, oui, évidemment, il a un tir assez foudroyant, mais c'est un gars qui fabrique le jeu. C'est un gars qui est capable de vraiment tisser un chemin directement vers le filet en ayant des yeux tout le tour de la tête. Donc vraiment, c'est une super pièce de jeu, ce Connor Bedard-là, qui est à +1 dans la statistique plus ou moins, ce qui est beaucoup mieux de l'année passée. Il était dans les -20 ou quelque chose. Donc vraiment, ça s'est vraiment bien amélioré pour Connor Bedard. Et s'il ne se blesse pas cette année, on verra peut-être un joueur de 80 points et plus. On verra pour ça. Seth Jones, lui aussi, s'est vraiment bien amélioré. Lui, 2 buts et 7 passes pour 9 points en 13 matchs, qui est quand même assez excellent. J'ai quand même beaucoup parlé de Seth Jones et que je disais que son contrat était vraiment un poids lourd. Je le pense encore, mais s'il est capable de vraiment améliorer son jeu, on a 9 points en 13 matchs, une saison de 50-60 points pour Seth Jones, ça serait vraiment pas de refus. Le meilleur buteur pour l'équipe en ce moment, c'est Ryan Donato, qui est, je trouve, un joueur qui est quand même très, pas mal vu. C'est un joueur qu'on parle pas beaucoup. Ce gars-là, c'est un Potter. C'est un bon joueur de premier et deuxième trio. Ryan Donato, quand même 7 buts en 11 matchs, c'est quand même assez excellent. Donc, on a Connor Bedard qui est un bon passeur, un extrêmement bon fabricant de jeu, et Ryan Donato peut-être un excellent putter. Du côté de Taylor Hall, que lui, dans son cas, devra s'améliorer. Il y a seulement 6 points en 13 matchs pour une fiche de -4. Et du cas aussi de Tara Vainen, le nouvel arrivé de la Caroline. Lui, c'est 4 buts et 4 passes pour 8 points en 13 matchs, qui n'est pas extrêmement mauvais, mais c'est une fiche de -7, ce qui est absolument médiocre.
Donc, il va falloir s'améliorer du côté de Taylor Hall et de Teravainen. Mais vraiment, du côté du reste de l'équipe, ça va quand même assez bien. Il va juste falloir aller chercher des bonnes victoires pour pouvoir, encore une fois, monter au classement. Globalement, c'est quand même une bonne début de saison pour les Blackhawks. Je pense vraiment que cette saison et dans les saisons à venir, c'est vraiment d'être constant et d'avoir à chaque saison et à chaque match de l'amélioration au niveau de l'ensemble de l'équipe. Et entre autres, Connor Bedard, ce que je vois depuis le début de la saison, c'est beaucoup d'amélioration face à l'an dernier, beaucoup plus libre sur la glace, on dirait, prend beaucoup plus de chances, déterminé, fait d'excellents jeux. Donc, c'est vraiment une belle progression à comparer à la saison dernière pour Connor Bedard. Ce qui est moins bien, par exemple, du côté des Blackhawks, c'est vraiment le rendement de Lukas Reichel et de Philippe Kourachev. Kourachev, dans son cas, c'est 2 buts, 1 passe, 3 points seulement en 12 matchs. Et Lukas Reichel, c'est 1 but, 5 passes, 6 points en 9 matchs. Si on veut vraiment avoir du succès, il va falloir que dans le futur, ces deux jeunes joueurs-là suivent un peu l'exemple de Connor Bedard et commencent vraiment à produire offensivement beaucoup plus pour aider l'équipe. Si on regarde du côté des gardiens de but, le gardien numéro 1, Peter Mrazek, en 10 matchs, il a 4 victoires, 6 défaites, moyen de but alloué de 3.3 et un pourcentage d'efficacité de 0.900, ce qui est pas si pire, mais la moyenne de but alloué, 3, c'est un peu gros. Sinon, du côté du gardien numéro 2, Arvid Soderblom, il a joué 3 matchs, donc une victoire, une défaite et une défaite en prolongation, pour une moyenne de but alloué de 2.35 et un pourcentage d'efficacité de 0.926. Donc, on voit un peu que du côté des gardiens, c'est un peu difficile. C'est beaucoup à travailler. Mais moi, j'aurais quand même gardé Mrazek comme le gardien numéro 1. Je trouve qu'il se débrouille quand même bien. Il s'améliore. Je trouve qu'il est beaucoup meilleur que la saison dernière. Mais j'aimerais ça faire une petite parenthèse sur Connor Bedard. Comme Étienne a dit, moi aussi, je trouve qu'il se démarque plus que l'an passé. Oui, il était blessé l'année passée. C'était peut-être un peu difficile de revenir, mais là, on voit très bien qu'il a la confiance. J'ai regardé le match quand il y avait le tir de barrage. Il a fait une très belle feinte. On a tout ouvert notre bouche. C'était vraiment fabuleux. Donc, s'il continue de même, honnêtement, peut-être que l'équipe en tant que telle va se démarquer aussi, puis ils vont compter plus de buts, puis être meilleurs que l'an dernier, au moins. Allons-y maintenant avec l'Avalanche du Colorado. Eux qui ont eu vraiment un début de saison absolument désastreux. 5 victoires, 7 défaites pour 10 points. 7e de la division centrale. Et c'est pas souvent qu'on va voir une équipe aussi loadée offensivement et défensivement, aussi bas dans le classement. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, je dirais. 3.3 buts marqués en moyenne pour 12e de la Ligue. C'est quand même pas si mal. Mais 4.3 buts alloués par match. Ils sont derniers de la Ligue dans cette statistique-là. Ils sont l'équipe qui alloue le plus de buts par match de la Ligue jusqu'à maintenant. L'avantage numérique, encore une fois, extrêmement performant avec des gars comme Makar, Rantanen et McKinnon. 34.1%. Ils sont deuxième de la Ligue dans l'avantage numérique, juste derrière les Jets de Winnipeg qui sont premiers. Et le désavantage numérique absolument difficile pour eux, 68,8%, 28e de la Ligue dans cette statistique. Vraiment, dès le premier match contre les Golden Knights de Vegas, Colorado, ça a été, très difficile. Une défaite de 8-4 contre les Golden Knights de Vegas. Oui, Rantanen a marqué, oui, McKinnon a eu sa première passe. C'est bien beau tout ça, mais tu peux pas te faire battre 8-4 au premier match de l'année quand tu t'appelles l'Avalanche du Colorado. C'est absolument inacceptable. Après ça, ça a été une défaite de 6-4 face aux Blue Jackets de Columbus. Une défaite de 6-2 face aux Islanders de New York. C'est vraiment terrible. Là. Et je parle bien évidemment de 8 buts contre les Golden Knights, 6 buts contre
les Blue Jackets et 6 buts contre les Islanders. Donc c'est 6 buts ou plus alloués aux 3 premiers matchs de la saison. Et après ça, une défaite de 5-3 face aux Bruins de Boston. Mais après, l'Avalanche ont obtenu leurs 5 premières victoires de l'année face aux Ducks d'Anaheim, aux Sharks, à Seattle, à Utah et face à Ottawa. Mais ils sont présentement sur une série de 3 défaites consécutives. 5-2 contre Chicago, 5-2 encore une fois contre Tampa Bay et une autre défaite de 5-2 face à Nashville. Donc c'est 6 buts marqués en 9 périodes pour l'Avalanche qui n'est pas dans leur standard et c'est 15 buts alloués en 9 périodes pour l'Avalanche. Donc c'est vraiment terrible ce qui se passe au Colorado, malgré les performances de McCarr, McKinnon, Rantanen et compagnie. Il va vraiment falloir faire quelque chose du côté de Jared Bednar. C'est bien beau avoir Cale Makar à 21 points en 12 matchs, Nathan MacKinnon 20 points en 12 matchs et Mikko Rantanen 15 points en 12 matchs. Mais peu importe le nombre de points que l'Avalanche du Colorado peuvent avoir niveau individuel, va vraiment falloir resserrer une défensive que, comme Jay a dit, est 32e dans la ligue avec 4.3 buts en moyenne accordés par match. Peu importe le nombre de buts qu'on marque du côté de l'Avalanche, si on ne règle pas le cas de la défensive, on va rester dans le bas du classement de la centrale et on va être éliminé des séries éliminatoires cette saison. Si on continue de parler des buts alloués, on voit très bien ici que les joueurs ont une fiche négative, comme Cale Makar qui est à moins 8, Nathan MacKinnon qui est à moins 6, Rantanen qui est à moins 4, Casey Mittelstadt qui est à moins 8, Colton à moins 2, Manson à moins 8, et etc. Je pourrais continuer, puis ils sont tous dans le négatif, comme on peut pas continuer à être dans le négatif de même, on se rendra jamais en série éliminatoire. Et même chose pour les côtés des gardiens de but, on voit qu'il y a 3 gardiens de but. Faut-tu faire un ménage d'un gardien de but? Si on voit ici, Annunen, 5 matchs joués, 4 victoires, 2 défaites, moyen de but alloué de 2.58, un pourcentage d'efficacité de 0.899. Georgiev, qui a 6 matchs joués, 1 victoire, 4 défaites, un moyen de but alloué de 4.62. Hey, c'est quasiment 5 ça. Avec un pourcentage d'efficacité de 0.822. Et si on regarde le 3e gardien, Kakkonen, 1 match joué, pas de victoire, 1 défaite, moyen de but alloué de 4.14 qui est encore très haut. Et un pourcentage d'efficacité de 0.800. Ça marche vraiment pas du côté des défenseurs et surtout pas du côté des gardiens. Faut clairement faire un ménage, faut clairement changer les choses parce que cette saison sera très longue. Allons-y maintenant avec la pire équipe de la division centrale, classée 8e, les Prédateurs de Nashville, avec un surprenant dossier de 4 victoires, 6 défaites et 1 défaite en temps supplémentaire. Je dis surprenant parce que avant le début de la saison, on avait fait des signatures importantes en Jonathan Marchessault et Steven Stamkos, en plus d'avoir ajouté Brady Shea à la défense. Et on pensait vraiment que les Prédateurs auraient été une équipe extrêmement puissante en ce début de saison. Malheureusement pour eux, c'est pas ce qui arrive. On a eu beaucoup de difficultés au début de la saison. Juuse Saros a manqué quelques matchs et même à son retour, ça a été difficile. Steven Stamkos, dans son cas, n'a que 2 buts, 3 passes et 5 points en 11 matchs. Brady Shea, c'est beaucoup mieux pour lui. 2 buts, 4 passes, 6 points en 11 matchs pour un défenseur, c'est quand même très bien. Mais une fiche de moins 4. Du côté de Stamkos, lui, c'est encore pire. Une fiche de moins 9. Pour ce qui est de Marchessault, lui aussi, ça va quand même pas très bien. 2 buts seulement, 7 points et une fiche de moins 5. C'est vraiment désastreux ce qui se passe en ce moment avec les Prédateurs de Nashville, qu'on pensait vraiment qu'elle allait être une puissance cette saison. Ça s'est tout de même replacé pour Nashville qui ont eu seulement leur première victoire le 22 octobre dernier face aux Bruins de Boston. Une belle victoire de 4-0. Ce qui a donné évidemment un jeu blanc au gardien de but. Donc c'est vraiment une belle façon d'obtenir une première victoire. Dans leur cas, ça avait été
extrêmement pénible dans leur cas, leur début de saison. Donc on a, oui, battu les Bruins 4-0, mais on a aussi obtenu 2 victoires après ça. Une victoire le 25 octobre face à Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago 3-2. Et une autre victoire le 26 octobre, après, le jour suivant. Une belle victoire, encore une fois, de 4-3 face à Columbus. Tout de même, après ça, on est allé perdre 2 matchs, 3-2 face à Tampa Bay et 5-1 le jour de l'Halloween face à Edmonton. C'est quand même 5-1, c'est quand même assez énorme, considérant les bons défenseurs qu'on a en Romagne aussi, en Brady Shea dans l'équipe. Mais on est allé rebattre tout de même, comme j'ai dit précédemment, face à Colorado. Quand on parlait de Colorado, une victoire de 5-2. Et le prochain match, ça sera le 4 novembre contre les Kings de Los Angeles. Ça s'est un peu replacé du côté de Nashville. On est allé obtenir des victoires, on est allé obtenir des points. Et c'est quand même assez serré, sauf évidemment les Jets qui sont absolument imbattables. C'est quand même assez serré dans les 4 dernières positions, disons, de la division centrale. On a les Predators qui sont à 9 points. On a Colorado juste en haut avec 10 points. Chicago avec 11 points. Saint-Louis avec 12 points. Utah avec 13 points. Les Stars à 14. On a Minnesota et les Jets qui mènent le bal avec respectivement 18 points et 22 points. Donc, évidemment, la saison est encore jeune. Il n'y a personne qui peut dire qui va faire les séries dès maintenant. Les Predators, comme la saison passée, pourront avoir une série de 13 matchs avec un point ou plus, en obtenant soit une défaite en prolongation, soit une victoire en temps réglementaire. Donc, on verra ce qui va se passer, mais je pense que pour les prochains matchs, les Predators, ça devrait se replacer en espérant jusqu'à la mi-saison au moins. Pour ce qui est du côté de gardien de but, Juuse Saros, comme Étienne a dit, était blessé au début de la saison, mais il a quand même joué 9 matchs, 3 victoires, 5 défaites, une moyenne de but allouée de 2.92 et un pourcentage d'efficacité de 0.900. Et ensuite, pour le gardien numéro 2, Scott Wedgwood, 2 matchs joués, 1 victoire, 1 défaite, un moyen de but alloué de 3.53 et un pourcentage d'efficacité de 0.854. Donc on voit un peu, on dirait que Juuse Saros il est encore un peu blessé. Parce qu'on voit très bien que 5 défaites, c'est pas très bon. Pour les 2 gardiens, on voit quand même qu'ils accordent beaucoup de buts. C'est très difficile comme début de saison pour les 2. Fait que c'est vraiment à travailler. Mais moi je suis sûr que Saros il va revenir un peu, il va revenir en force. L'équipe va quand même pas être si pire vers le milieu et la fin de l'année. Allons-y maintenant de la division Pacifique. Et allons-y avec l'équipe qui mène la division Pacifique, les Golden Knights de Vegas, qui sont toujours aussi dominants en début de saison, avec un dossier de 8 victoires, 3 défaites et 1 défaite en prolongation, pour un bon total de 17 points, ce qui les classe, comme j'ai dit, premier de la division Pacifique, 4.5 la moyenne de buts marqués par match, ce qui les classe deuxième de la Ligue dans cette statistique. La moyenne de buts alloués par match est de 3.1, ce qui est quand même un peu haut, mais ça les classe quand même 12e de la Ligue. C'est quand même relativement assez bien acceptable. Un excellent avantage numérique de 32.3%, ce qui les classe 4e de la Ligue. Et un désavantage numérique, encore une fois, pour beaucoup d'équipes de l'Ouest, c'est le cas. Il va falloir resserrer la vis un peu plus avec un pourcentage de 73.9%, ce qui les classe 23e de la Ligue. On a commencé la saison en force, les Golden Knights, avec, comme j'ai dit avec Colorado tantôt, une grosse victoire de 8-4 face à l'Avalanche. Une autre victoire de 4-3 face à Saint-Louis de 4-3 et une troisième victoire de suite face aux Ducks d'Anaheim de 3-1. On a subi tout de même 3 revers. Un contre Washington 4-2, un autre contre Tampa Bay 4-3 et un autre contre les Panthers de la Floride 4-3. On s'est tout de même repris en main avec 4 énormes victoires. Une victoire de 6-1 le 22 octobre face aux Kings de Los Angeles avec une excellente performance de Thomas Hertel qui a eu 2 buts et 2 passes à ce match pour un bon total de 4 points. Une victoire de 6-4 face à Ottawa le 25 octobre. Une victoire écrasante face aux Sharks de San Jose, 7-3. Et une belle victoire de 5-0 face aux Flames de Calgary le 28 octobre dernier.
et le 30 octobre et 2 novembre respectivement, une défaite de 6-3 face aux Kings et une victoire de 4-3 face à Utah. Le prochain match pour les Golden Knights sera le 6 novembre face aux finalistes de la dernière édition de la finale de la Coupe Stanley, les Oilers d'Edmonton, qui sont en manque en ce moment de Connor McDavid. Pour ce qui est des joueurs avec leurs points, dans le fond, il y a Mark Stone, 12 matchs joués, 5 buts, 15 passes pour un total de 20 points, ce qui est très bon pour Mark Stone, un bon début de saison. Jack Eichel, 3 buts, 13 passes, 16 points en 12 matchs. Pierre Trangelo, 1 but, 11 passes, 12 points. Barbashev, 7 buts, 5 passes, 12 points. Tomas Hertel, 4 buts, 8 passes pour un total de 12 points. Donc on voit un peu là, que les joueurs sont pas si pires. C'est un très bon début de saison pour quelques joueurs et des joueurs qui s'enlignent pour avoir beaucoup de points. Leur bonne performance fait en sorte que l'équipe est premier de la division Pacifique. Regardons un peu maintenant les résultats au niveau des gardiens de but. Tout d'abord avec Adin Hill, 7 matchs cette saison, 5 victoires, 2 défaites. Une moyenne de buts alloués de 3.16 qui est quand même assez élevé dans son cas. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Et un pourcentage d'efficacité de 8,74 qui est quand même assez bas. Du côté du gardien numéro 2, l'ancien des Maple Leafs de Toronto, Ilya Samsonov, qui peut-être pour certains ont été surpris de le voir signer avec les Golden Knights de Vegas cet été. En 5 matchs, c'est quand même 3 victoires, 1 défaite et 1 défaite en temps supplémentaire. Une moyenne de but de 2,95. Lui aussi quand même un peu haut. Il va vraiment falloir travailler là-dessus du côté des deux gardiens. Et un pourcentage d'efficacité de 9,06, ce qui est quand même bien meilleur qu'Adin Hill. Donc vraiment, du côté des gardiens de but, ce qu'on voit, c'est vraiment la moyenne de buts accordés par match, c'est très élevé, même si les Golden Knights se classent 12e dans la ligue avec seulement 3,1 buts alloués par match. Passons maintenant à la deuxième équipe de la division Pacifique, les Kings de Los Angeles, avec un dossier de 6 victoires, 3 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire pour un total de 15 points. On marque 3,3 buts en moyenne par match, bon pour le 12e rang. Et on accorde aussi 3,3 buts en moyenne par match, bon pour le 22e rang dans la ligue. Un avantage numérique très décevant avec seulement 16,7% d'efficacité, bon pour le 21e rang. Et en désavantage numérique, la saison dernière, on avait beaucoup de facilité. Cette saison, c'est un peu plus difficile, avec seulement 77,1% d'efficacité, bon pour le 19e rang de la Ligue. Quand même des bonnes performances au sein de l'équipe, malgré la perte de Drew Doughty en début de saison, lui qui va manquer quelques mois. On a évidemment bien hâte à son retour au sein de l'équipe. Drew Doughty qui est quand même un des défenseurs les plus utilisés dans la ligue et qui est toujours aussi efficace malgré son âge quand même assez avancé. C'est le capitaine Andy Kopitar qui mène son équipe avec 4 buts, 9 passes pour un total de 13 points en 12 matchs. Brent Clark a le plus de passes au sein de son équipe, un seul but tout de même pour un défenseur évidemment, 10 passes pour 11 points en 12 matchs, donc Clark a vraiment un excellent début de saison. Alex Laferrière est le meilleur buteur de l'équipe avec 8 buts, 3 passes pour 11 points en 12 matchs. Kevin Fiala, 5 buts, 5 passes pour 10 points en 11 matchs, malgré une fiche un peu moins impressionnante de moins 3, contrairement à Laferrière, lui, qui a plus 9 en ce moment. Adrian Kempe, 4 buts, 6 passes et 10 points pour un grand total de 12 matchs, ce qui est quand même assez bien pour l'ailier droit. Anderson, lui, 2 buts, 4 passes pour 6 points en 12 matchs. Warren Foegele, le nouvel arrivé de Edmonton, 4 buts, 1 passe pour 5 points en 12 matchs. Ce qui est pas énorme, mais ce qui est dans les... Il est de cette trempe de joueurs-là qui marque 40 quelques points par saison, donc on n'est pas trop inquiet.
On serait un petit peu plus inquiet du cas de Quinton Byfield, qui a seulement 5 passes en 12 matchs, aucun but marqué, une fiche de -2. Donc on s'attend à un peu plus de Byfield, qui avait une saison vraiment assez remarquable l'année passée. Et du côté aussi de Philippe Danault, un seul but, 4 passes pour 5 points en 12 matchs. On s'attend à un peu plus de l'ancien centre du Canadien de Montréal, Philippe Danault. Et Edmondson, lui, qui avait signé un bon contrat avec les Kings, lui, c'est quand même 3 buts, 2 passes en 5 matchs, qui est quand même assez excellent pour le vétéran défenseur. Donc, en général, vraiment assez bien pour les Kings, malgré les difficultés un peu en défense et un peu au niveau des gardiens de but. Donc, on s'attend encore une fois à une entrée en série pour les Kings cette année du côté de l'Ouest. Regardons maintenant au niveau des gardiens de but. David Rittich en 6 matchs cette saison, 3 victoires, 3 défaites. Moyenne de but de 3.09, ce qui est quand même très élevé. Et un pourcentage d'efficacité de 8,70. Du côté de Darcy Kemper, qu'on a acquis de Washington, en 6 matchs cette saison, 3 victoires et 3 défaites en temps supplémentaire, une moyenne de but de 3,11 et un pourcentage d'efficacité de 8,90. Du côté de Phoenix Copley, lui qui a disputé seulement une rencontre en raison d'une blessure à Kemper, c'est une moyenne de but alloué de 4,44, ce qui est très élevé, et un pourcentage d'efficacité de 8,33 avec aucune victoire, aucune défaite cette saison. Donc ce qu'on voit du côté vraiment des gardiens de but, c'est qu'on accorde encore une fois trop de buts. C'est une tendance un peu dans la ligue. Il y a certaines équipes où leurs 2 gardiens accordent extrêmement trop de buts. Quand même, on est quand même capable de se positionner 2e de la division Pacifique pour le moment. Donc, on va vraiment falloir travailler au niveau de David Rittich et de Darcy Kemper pour diminuer le nombre de buts accordés pour donner une chance à l'équipe de finir dans le top de la division et d'être bien placé en vue des séries éliminatoires. Passons maintenant à la 3e équipe de la division Pacifique, les Canucks de Vancouver, avec un dossier de 5 victoires, 2 défaites et 3 défaites en temps supplémentaire pour un total de 13 points. On se situe 16e au total dans la ligue avec une moyenne de 3 buts marqués par match, 14e au niveau de la moyenne de buts accordés par match avec une moyenne de 3.2, 24e en avantage numérique à 16.1% et 10e en désavantage avec une moyenne de 83.3% en ce début de saison. Malgré un début de saison quand même assez décevant pour les Canucks, ils ont subi 3 revers de suite, dont un revers quand même assez surprenant face aux Flames de Calgary, une défaite de 6-5 en overtime. Connor Zary qui avait marqué tout un but en temps supplémentaire pour le but de la victoire. Une autre défaite le 11 octobre face aux Flyers 3-2 et une défaite face au puissant Lightning de Tampa Bay 4-1. Mais tout de même, on s'est repris avec 4 grosses victoires. Une victoire contre les Panthers de la Floride 3-2. Une victoire contre les Flyers 3-0. Une bonne victoire face aux Blackhawks de Chicago 6-3. Et une belle victoire face à Pittsburgh le 26 octobre 4-3. Après ça, 2 défaites contre les Hurricanes et les Devils. Une défaite assez crève-cœur contre les Devils d'ailleurs, 6-0. Mais on s'est repris avec une belle victoire de 3-2 contre les Sharks de San Jose. Le prochain match des Canucks sera face aux Ducks d'Anaheim le 5 novembre. Donc, on a eu beaucoup de difficultés dans les 3 derniers matchs, mais ça s'est vraiment bien replacé. Mais c'est vraiment dans des périodes de temps supplémentaires qu'il va peut-être falloir pousser un peu plus du côté des Canucks pour obtenir un point supplémentaire qui peut être décisif au 82e match de la saison, par exemple. Mais sinon, les Canucks sont toujours aussi puissants, malgré la perte de joueurs quand même assez importants, comme d'ailleurs Nikita Zadorov qui a pris le chemin de l'Est pour avec les Bruins, et Dakota Joshua qui est présentement blessé. Pour ce qui est du côté des gardiens de but, nous avons Kevin Lankinen qui a 7 matchs joués, 5 victoires, pas de défaites et 2 défaites en prolongation, ce qui donne au moins 2 points à l'équipe. Moyenne de but allouée de 2.25, ce qui est vraiment pas si pire honnêtement.
Et le pourcentage d'efficacité avec .919, qui est encore une fois pas si pire avec un blanchissage. Donc vraiment, c'est vraiment pas si pire. Ce gardien-là, il va monter, il va devenir meilleur, il va amener l'équipe loin. Ensuite, pour le gardien numéro 2, on a Seeloves en 3 matchs joués, pas de victoire, 2 défaites et une défaite en prolongation pour le moyenne de but alloué de 5, ce qui est extrêmement trop haut. Il faut vraiment qu'il surveille ses buts alloués parce que l'équipe ne peut pas avancer avec des buts alloués de même. Avec un pourcentage d'efficacité de .797, ce qui est aussi très mauvais. Seeloves devrait rester le gardien numéro 2 et faire toutes les pratiques possibles pour que il devienne un peu meilleur parce que sinon je laisserais juste Lankinen jouer. Faut pas oublier aussi au niveau des gardiens de but que Thatcher Demko est blessé pour l'instant. On sait pas vraiment encore quand il va avoir la possibilité de revenir. Donc ça va être intéressant de voir comment on va utiliser Lankinen et Seeloves. Seeloves qui a beaucoup de difficultés comme Chloé a dit en ce début de saison. Ça a été très bien en série, c'est là qu'on l'a un peu découvert. On pensait même peut-être qu'il pouvait être une petite menace envers Thatcher Demko au poste de gardien numéro 1. Finalement, en ce début de saison, on se rend compte que Seeloves c'était peut-être seulement un conte de fées en séries éliminatoires. Ça marche vraiment pas en ce début de saison. Lankinen qui fait le travail pour l'instant. On espère qu'il va faire le travail jusqu'au retour de Thatcher Demko. Du côté des joueurs aussi, c'est un début de saison quand même assez décevant pour la plupart des joueurs. Les meilleurs marqueurs ont 9 points seulement en 10 matchs. Brock Besser, JT Miller, Connor Garland et Quinn Hughes sont les joueurs à 9 points. Donc on voit qu'il manque beaucoup d'offensive du côté des Canucks en ce début de saison et qu'il va falloir pour les semaines à venir espérer avoir un regain d'énergie si on veut remonter au classement dans cette division Pacifique. Passons maintenant à la 4e équipe de cette division Pacifique. Une équipe qui a un début de saison difficile, les Oilers d'Edmonton, avec un dossier de 6-5-1 et 13 points en ce début de saison. On est 25e au niveau des buts marqués par match avec 2,6 seulement, ce qui est très décevant du côté d'Edmonton. 14e au niveau des buts alloués avec une moyenne de 3,2. On est 25e au niveau de l'avantage numérique avec un pourcentage de 15,2 et 32e en désavantage numérique, dernier de la ligue avec un pourcentage de 61,8. Donc c'est vraiment un début de saison à oublier pour Edmonton, même s'ils sont sur une série de 2 victoires consécutives, un désavantage numérique dernier dans la ligue, un avantage numérique très décevant et on accorde beaucoup de buts encore une fois cette saison du côté d'Edmonton. C'est vraiment une série de déceptions vraiment pour plusieurs joueurs des Oilers d'Edmonton. Je vais commencer par Evan Bouchard qui a 3 buts, 4 passes pour 7 points en 12 matchs. Quand même une fiche de plus 6 qui est quand même bon. Mais Evan Bouchard est capable de beaucoup mieux. J'ai l'impression qu'on est un peu au ralenti du côté de Bouchard. Et je vais aussi dire la même chose du nouvel arrivé de Buffalo, Jeff Skinner, qui lui a seulement 3 buts et 3 passes pour 6 points en 12 matchs. Ce qui n'est pas les habitudes d'un gars qui est capable de poter le puck plus que 3 fois en 12 matchs, ça c'est sûr et certain. Mais vraiment, du côté de Jeff Skinner, moi je me suis dit, quand il est arrivé avec les Oilers d'Edmonton, que ça allait être un gars qui pouvait essentiellement être sur le power play, la première unité du power play des Oilers d'Edmonton, mais évidemment c'est juste le début de la saison, mais j'ai l'impression que ça va un peu moins bien du côté de Skinner. Même chose pour Ryan Nugent-Hopkins, lui seulement 1 but, 4 passes pour 5 points en 12 matchs. On s'attend à beaucoup plus de Ryan Nugent-Hopkins. Et je vais ensuite y aller avec Darnell Nurse qui lui a seulement 5 passes et a une fiche de -3. Donc pour Darnell Nurse, encore une fois, c'est une saison qui va potentiellement être très difficile. Lui qui a eu des séries éliminatoires extrêmement difficiles, qui a été un des pires joueurs défensivement en série overall dans la fiche de plus et moins. Et je vais dire la même chose pour Zach Hyman. On se souvient, Zach Hyman, il a eu quand même 55 buts l'année passée. 55 buts, un marqueur de 50 buts quand même. Et
complètement invisible pour l'instant. 2 buts, 2 passes pour 4 points en 12 matchs. Donc pour le cas de Zach Hyman, oui, une fiche de plus 7, quand même assez raisonnable comme fiche pour commencer l'année. Mais vraiment 2 buts pour un marqueur de 55 buts qui a marqué presque l'entièreté de ses buts dans la peinture bleue du gardien de but. Va vraiment falloir trouver d'autres façons de marquer pour Zach Hyman. Ça commence à être très urgent. Comme on dit tout, un début de saison très difficile pour les Oilers qui ont commencé la saison avec 5 défaites consécutives. Le 2 octobre, quand le hockey a vraiment commencé, contre le Kraken. Une défaite contre Vancouver. Une autre défaite contre Jets. Une défaite contre Chicago. Et une autre défaite contre les Flames. Leur première victoire était le 15 octobre contre les Flyers. Sinon, si on regarde bien du côté des gardiens de but, nous avons ici Calvin Pickard qui a joué 5 matchs, 3 victoires, 1 défaite pour une moyenne de buts accordée de 2,47 avec un pourcentage d'efficacité de 0,897. Et du côté de Stuart Skinner, 8 matchs joués, 3 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation, ce qui a commencé très difficile pour Stuart Skinner, avec une moyenne de buts alloués de 3,31, ce qui est quand même haut, et un pourcentage d'efficacité de 0,881. Stuart Skinner, un gardien de but que je pensais qu'elle allait bien commencer le début de saison. Moi, je trouve qu'il est bon. Il s'est quand même rendu en finale de la Coupe Stanley la saison dernière. A mal commencé le début de saison en espérant qu'il va rattacher ses patins et va aller vers la bonne direction pour l'équipe. Passons maintenant aux Flames de Calgary qui, en ce début de saison, sont 5e de la division Pacifique avec un dossier de 6, 5, 1 et 13 points. 20e au niveau des buts marqués avec 2,8. 14e pour les buts concédés à 3,2. On est 23e du côté de l'avantage numérique à 16,2. Et 25e au niveau du désavantage numérique à 72,5% d'efficacité depuis le début de la saison. Ça a été un excellent début de saison pour les Flames de Calgary dans les premières semaines d'activité. Mais malheureusement, depuis les dernières semaines, ça s'est vraiment gâté. On est revenu vraiment à presque une fiche de 500. Donc, il va vraiment falloir revenir aux Flames du début de saison si on veut connaître du succès dans la division Pacifique qui est quand même assez serrée en ce moment. C'est surtout un bon début de saison pour Rasmus Andersson avec 4 buts, 7 passes pour 11 points en 12 matchs, lui qui mène son équipe en termes de points. Mais c'est surtout une belle histoire pour Jonathan Huberdeau et Anthony Mantha, 2 joueurs de hockey québécois. Huberdeau, dans son cas, lui, a 5 buts, 3 passes pour 8 points en 12 matchs, qui est vraiment un excellent début de saison pour Huberdeau. Lui qui avait eu énormément de difficultés à s'adapter un peu au style de jeu que les Flames adoptaient. Lui qui vient tout droit des Panthers de la Floride dans la transaction comprenant Mackenzie Weegar lui-même et Matthew Tkachuk, qui lui a pris la direction des Panthers de la Floride et a gagné la Coupe Stanley la saison passée. Et Anthony Mantha, lui, c'est 4 buts, 3 passes pour 7 points en 12 matchs pour une fiche de plus 6. Pour Huberdeau, lui, c'est une fiche de plus 1. Anthony Mantha, lui, qui a eu certaines difficultés, je dirais, lorsqu'il était avec les Capitals. Il n'était pas le joueur, disons, qu'on avait vu plus performant du côté de Détroit avant son arrivée avec l'équipe d'Alexander Ovechkin. Mais vraiment, c'est un bon début pour les 2 joueurs québécois qui ont souvent été, disons, malmenés par et les fans de hockey et leur équipe, évidemment, les médias au Québec, très particulièrement. Nous, au Québec, on est quand même assez fort pour varger sur nos joueurs québécois, très précisément, ou simplement notre équipe nationale, le Canadien de Montréal. Mais vraiment, faut vraiment lever notre chapeau en fait à Huberdeau et Mantha qui ont un bon début de saison. On a seulement 12 parties jouées pour les Flames en ce moment, mais on pourrait retrouver Huberdeau et Mantha
dans le top de l'équipe en termes de points, en termes de buts marqués aussi. Huberdeau, lui, a 5 buts marqués en 12 matchs. Huberdeau, peut-être une saison de 30 points. Il est beaucoup plus reconnu, évidemment, pour être un excellent passeur, un excellent fabricant de jeu, mais vraiment lever notre chapeau à ces deux joueurs et vraiment leur remercier pour leur effort. Et Jonathan Huberdeau et Anthony Mantha, c'est vraiment une belle preuve qu'il ne faut jamais abandonner autant au niveau du sport, et autant au niveau dans la vie personnelle. Pour ce qui est du côté des gardiens de but, nous avons Dan Vlador, 7 matchs joués, 3 victoires, 3 défaites et 1 défaite en prolongation pour une moyenne de but allouée de 2,71 et un pourcentage d'efficacité de 0,907, ce qui est vraiment pas si pire pour un gardien numéro 1. Et ensuite, Dustin Wolf, 5 matchs joués, 3 victoires, 2 défaites, moyenne de but allouée de 3,19 et un pourcentage d'efficacité qui est le même, 0,907. Honnêtement, pour les deux gardiens de but, je trouve qu'il y a une bonne amélioration de la saison dernière. S'ils continuent de même à pratiquer et à jouer plusieurs matchs, ils vont devenir meilleurs en meilleurs et vont peut-être amener l'équipe en séries éliminatoires, peut-être pas cette saison, mais au moins pour la saison prochaine. Avant de passer à notre prochaine équipe, j'aimerais un peu passer sur le cas de Nazem Kadri, qui lui, avant d'être avec les Flames, avait gagné la Coupe Stanley en 2021 avec l'Avalanche du Colorado. Mais pour Nazem Kadri, lui, c'est un début de saison très difficile. 4 buts, 2 passes en 12 matchs, lui aussi. Mais il est vraiment dans une séquence de points extrêmement difficile. Pour lui, ça a été 2 passes et 2 buts à ses 2 premiers matchs, pour un total de 4 points en 2 matchs, qui est vraiment excellent. Mais depuis, c'est seulement 2 buts en 10 matchs. Donc vraiment, pour Nazem Kadri, c'est extrêmement difficile en ce moment pour lui de se mettre sur la feuille de pointage. C'est extrêmement difficile pour lui d'être productif offensivement. Et sa fiche en ce moment le prouve. Il est en ce moment à moins 10. Donc vraiment, dans le cas de Nazem Kadri, c'est un peu comme Huberdeau quand il est arrivé avec les Flames. Ça a été extrêmement difficile. On les a fait jouer sur le même trio. Ça a été beaucoup plus difficile qu'on pensait. Pourtant, Nazem Kadri est un excellent joueur de deuxième trio qui a été extrêmement prolifique à ses débuts avec Toronto et avec son temps avec Colorado, mais vraiment avec les Flames cette année, il va juste falloir serrer la vis beaucoup plus parce que 2 buts en 10 matchs, c'est extrêmement décevant et c'est pas ce qu'on peut voir de ce joueur qui est Nazem Kadri. Passons maintenant aux Kraken de Seattle qui connaissent un début de saison quand même assez difficile avec une fiche de 5-7-1 et 11 points seulement. On est 20e au niveau des buts marqués avec une moyenne de 2,8 par match. On est 7e au niveau des buts accordés avec une moyenne de 3 par match. 21e sur l'avantage numérique à 16,7% et 12e en désavantage avec un pourcentage de 82,5%. Pour le Kraken, c'est une série de 7 matchs extrêmement difficiles, mis à part leur puissante victoire face aux Canadiens de Montréal le 29 octobre dernier. Une victoire de 8-2. Vraiment une performance vraiment directement à la poubelle, comme je pourrais le dire, pour les Canadiens de Montréal. Mais ça a commencé le 22 octobre, une défaite face à Colorado 3-2. Une autre défaite le 24 octobre de 4-3 face aux puissants Jets de Winnipeg, eux qui règnent sur l'Ouest, on peut le dire comme ça. Une autre défaite de 4-1 le 26 octobre face aux Hurricanes de la Caroline. Le 29 octobre, c'était le match écrasant face à Montréal, une victoire de 8-2. Le jour de l'Halloween, une autre victoire assez effrayante de 4-1, encore une fois, contre les Maple Leafs de Toronto. Et c'est 2 blanchissages de suite pour l'adversaire du Kraken. Défaite de 3-0 face à Ottawa. Et le 3 novembre, c'était une défaite, encore une fois, de 2-0 face aux Bruins de Boston. Les Bruins, eux, qui ont eu 2 jeux blancs de suite, au moins pour eux. Eux autres aussi, ça va pas très bien leur début de saison. Donc vraiment, pour le Kraken, il va falloir resserrer la vis en termes de l'offensive. Il va falloir resserrer la vis défensivement, en termes des victoires. Globalement, au sein de l'équipe, il va falloir trouver une solution à ces défaites consécutives. On est capable d'aller battre Montréal 8-2, mais pour le reste de la Ligue nationale, on s'écroule. Donc, il faut vraiment
trouver une solution à cet écroulement-là de l'équipe. Le Kraken, ils ont une bonne équipe, ils ont des bons joueurs, ils sont allés chercher des gros joueurs en Chandler Stevenson et Brandon Montour. Lui, d'ailleurs, qui a marqué un tour du chapeau contre Montréal à leur dernier affrontement. Donc, il va falloir vraiment trouver les solutions nécessaires pour le succès du Kraken. Pour ce qui est du côté des points, nous avons ici McKinnon qui a 5 buts, 9 passes pour un total de 14 points. Ensuite, Jordan Eberle qui a 6 buts, 3 passes pour un total de 9 points. Brandon Montour qui a 4 buts, 5 passes pour un total de 9 points. Stevenson avec 1 but, 7 passes pour un total de 8 points. Matthew Beniers pour 2 buts, 5 passes, un total de 7 points. Donc on voit un peu ici que l'équipe accumule un peu de points, mais c'est toujours à travailler, à part pour McKinnon qui a quand même 14 points. Si on regarde un peu les fiches négatives, on a Stevenson qui a moins 7, Burakovsky qui a moins 6, donc c'est sûr que c'est des joueurs, s'il y a des négatifs de même, c'est quand même des fiches négatives très élevées, donc c'est beaucoup à corriger. Si on regarde un peu aussi du côté des gardiens de but, on a ici Dacord qui a 8 matchs joués, 4 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation pour une moyenne de buts alloués de 2,76, un pourcentage d'efficacité de 0,915 qui est vraiment pas si pire. Et aussi Grubauer qui a 5 matchs joués, une victoire, 4 défaites, une moyenne de buts alloués de 2,90 et un pourcentage d'efficacité de 0,886. Donc, moi, je garderais Dacord comme un gardien numéro 1. Je trouve qu'il est vraiment pas si pire. Il a un peu à travailler, mais il maintient quand même l'équipe correctement. Passons maintenant aux Ducks d'Anaheim avec un dossier présentement de 4-5-2, 10 points, bon pour la 7e place de la division Pacifique. On est 6e au niveau des buts accordés, ce qui est quand même excellent avec une moyenne de 2,8 buts accordés par match. 27e au niveau de l'avantage numérique à 13,9% et 26e au niveau du désavantage numérique à 72,4%. Mais le réel problème des Ducks d'Anaheim cette saison, c'est les buts marqués par match. On est 32e dans la Ligue nationale, bon dernier avec une moyenne seulement de 2,2 buts marqués par match. Et ça se reflète au niveau des joueurs. Le meilleur marqueur cette saison, c'est Troy Terry avec 5 buts. Ensuite, on a Leo Carlsson à 4 buts. Mason McTavish qui connaît une saison désastreuse en ce début d'année avec 1 but seulement. Strome, 3 buts. McGinn, 2 buts. Frank Vetrano, l'an dernier, qui a connu une saison remarquable au niveau des buts, n'a qu'un but en 10 matchs. Cutter Gauthier, aucun but cette saison en 11 matchs. Trevor Zegras, 1 but et seulement 3 points en 11 matchs. Alex Killorn, 2 buts seulement. Et la liste continue ainsi. C'est vraiment désastreux du côté des buts pour les Ducks d'Anaheim. On pensait vraiment qu'avec une équipe plus jeune, avec des joueurs de talent comme ils ont dans l'équipe, la saison aurait été un peu mieux depuis le début. Malheureusement, c'est extrêmement difficile encore une fois pour les Ducks et on espère vraiment que la production offensive va s'améliorer tout au long de la saison pour au moins avoir une fiche un peu plus reluisante que la saison dernière. Si on regarde du côté des gardiens, Lucas Dostal, qui est vraiment pas si pire, 9 matchs joués, 4 victoires, 3 défaites, moyenne de buts alloués de 2,22 et un pourcentage d'efficacité de 0,937, ce qui est vraiment pas si pire. Je dirais même que peut-être il sauve l'équipe un peu. Sinon, du côté de Reimer, ça fait un peu plus dur. 2 matchs joués, 2 défaites, un moyenne de buts alloué de 4,50, ce qui est vraiment élevé, et un pourcentage d'efficacité de 0,864, ce qui est vraiment pas très bon comme moyenne d'efficacité. C'est vraiment Dostal, je trouve que ce gardien-là, il sauve l'équipe, fait des arrêts remarquables. Vraiment, moi, je regarde un peu les matchs, puis je trouve que Dostal, honnêtement, sauve vraiment l'équipe parce que côté défensivement, je vois que ça marche vraiment pas très bien. Radko Gudas, le capitaine, il a 0 points.
ce qui est vraiment surprenant. Mis à part vraiment les bons succès quand même au niveau de la cage pour Lucas Dostal, vraiment pour les Ducks, j'aurais quasiment envisagé peut-être aller chercher quelqu'un dans le marché des joueurs pour aller améliorer l'équipe parce que vraiment, mis à part Troy Terry et Mason McTavish qui mènent vraiment le bal en termes des points, vraiment pour les fiches plus ou moins, c'est vraiment désastreux. Mais il va vraiment falloir aller chercher peut-être un attaquant, peut-être un défenseur top 4, un attaquant top 6 peut-être, parce qu'il faut vraiment aller renforcer. Ce qui est quand même une jeune équipe des Ducks d'Anaheim. On a quand même Troy Terry, relativement quand même assez jeune, la recrue Cutter Gauthier. Si on veut vraiment amener les Ducks à un certain standard, il faut faire un peu comme les Blackhawks ont fait pendant l'été, amener quelques vétérans pour aller renforcer l'équipe. On a amené des gars comme Nick Foligno, on a amené des gars comme Tyler Bertuzzi, et on a amené un bon défenseur en Alec Martinez, ainsi que quand même Pat Maroon, qu'on aime quand même ici beaucoup. Pat Maroon, il aime ça brasser la cage. Donc il faudrait amener ça chez le Ducks d'Anaheim, vraiment un joueur qui pourrait faire quand même une différence, non seulement sur la glace, mais sûrement dans le vestiaire aussi. J'ai l'impression que quand John Gibson va revenir de sa blessure ou de la fin de sa guérison suite à son opération, ça va vraiment amener un peu d'aide. Même si Dostal fait bien dans les buts, j'ai l'impression qu'un vétéran comme John Gibson pourrait vraiment aider l'équipe. Et même peut-être, comme Jay a dit, pour faire une transaction, John Gibson est un bon candidat à être transigé à une équipe pour un joueur de qualité en attaque ou en défensive pour les Ducks cette saison. Passons maintenant à la dernière équipe de la division Pacifique et la dernière équipe de l'association de l'Ouest, les Sharks de San Jose, avec un dossier de 3-8-2. Très difficile encore une fois pour les Sharks en ce début de saison. On est 29e au niveau des buts marqués avec 2.5. 29e aussi au niveau des buts accordés avec 3.8. 15e en avantage numérique à 20,5%, ce qui est pas si mal. Et 14e en désavantage numérique avec 81,5% d'efficacité. Malgré les difficultés des Sharks au tableau et dans la conférence de l'Ouest, on a quand même des très très bonnes performances au sein des joueurs dans l'équipe, dont Mikael Granlund, lui ancien de Nashville, qui a quand même 6 buts, 8 passes pour 14 points en 13 matchs, ce qui est quand même assez excellent, merci, avec malgré tout une fiche de moins 7, ce qui est un peu moins fantastique, mais quand même on a un excellent bon producteur de points, si on veut. Tyler Toffoli, maintenant, lui, qui venait des Jets de Winnipeg, lui, moi, j'aurais un certain petit regret pour les Jets de ne pas avoir gardé Toffoli. Avec les succès des Jets, ça aurait été magnifique d'avoir un marqueur né comme Toffoli. Lui, 6 buts, 5 passes pour 11 points en 13 matchs avec une fiche de moins 5. C'est quand même assez bon, lui, Toffoli, qui a marqué le but égalisateur qui a amené à la première victoire en temps réglementaire. Ce qui a amené la première victoire de la saison pour les Sharks de San Jose cette saison, ce qui est quand même quelque chose que tu veux qu'il arrive dans la saison, une première victoire. Tu peux pas finir 0-82-0. Ça serait quand même assez pénible. Merci de jouer dans cette équipe-là. Ensuite, on a William Eklund. 2 buts, 7 passes pour 9 points en 12 matchs. Et la tendance se maintient avec la fiche de moins 5 d'Eklund. Tout de même, Jake Wallman, tout droit de Détroit, lui, 1 but, 8 passes pour 9 points, le meilleur passeur de son équipe. Une fiche de plus 2. Donc quand même, oui, les joueurs qui jouent un peu plus, dont les joueurs de premier trio, dont Granlund, Toffoli et Eklund, ils ont des fiches dans le négatif. Mais pour la plupart des joueurs, c'est une fiche qui est quand même assez dans le positif. Je parle de Wallman, il y a aussi Zetterlund, 6 buts, 2 passes pour 8 points en 13 matchs avec une fiche de plus 2. Donc c'est pas tout le monde qui ont une fiche un peu plus désastreuse, comme celle d'ailleurs de Thrun, qui a une passe et moins 9. Sa fiche, c'est pas vraiment excellent. Ou encore Dellandrea, lui, moins 5. Mais quand même, on est sur une bonne lancée pour les Sharks. On a gagné quelques matchs de suite du 28 octobre au 31 octobre. On a gagné contre Utah, LA et Chicago, respectivement 5-4, 4-2 et 3-2. Mais malgré tout, on a quand même eu une défaite face
à Vancouver, qui était quand même un match chaudement disputé. San Jose qui ont marqué un deuxième but pour faire 2-2, mais Vancouver a répliqué avec un troisième but en fin de troisième période. Donc malgré tout, les Sharks sont capables de s'imposer face aux grosses équipes de la Ligue. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour moi. Donc il y a beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir en les Sharks, personnellement. Je trouve que leur saison va très très mal, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de positifs qu'on peut retrouver, surtout avec le retour potentiel de McLean Celebrini au sein de la formation. Ce qui est du côté des gardiens, on a Mackenzie Blackwood qui a 9 matchs joués, 2 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation. Moyenne de but allouée de 3.52, ce qui est quand même élevé. Et un pourcentage d'efficacité de 0.893, ce qui est pas superbe non plus. Sinon, le gardien numéro 2, on a Vite Vanecek, qui a 6 matchs joués, 1 victoire, 4 défaites, un moyenne de but alloué de 3.65 et un pourcentage d'efficacité de 0.879. Ce qui manque aussi dans l'équipe, c'est quand même un bon gardien de but, stable pour aider l'équipe à remporter des matchs et à se rétablir dans le classement. Ce qui est important du côté des Sharks, c'est vraiment avoir une progression à chaque saison, surtout avec la saison de misère qu'on a connue la saison dernière. Je trouve que malgré un dossier de 8 défaites à la régulière, on a quand même un peu de progression vis-à-vis à l'an dernier. Granlund, Toffoli, Eklund, oui, dans la fiche des moins, mais très bien au niveau des points. Je pense vraiment que ça va prendre un peu de temps vraiment aux Sharks de San Jose pour se remettre en selle et vraiment être une équipe qui va redevenir dominante. Des gars comme McLean Celebrini, ça va être extrêmement important de bien faire le développement et de prendre vraiment le temps de bien le faire. C'est vraiment ça la grosse priorité pour les Sharks. Du côté des gardiens de but, Chloé nous en a parlé. Moi, je pense que le vrai gardien de but des Sharks de San Jose se trouve dans leur équipe école en ce moment même. Askarov, qui a été acquis des Prédateurs de Nashville cet été. Pour moi, ça va être lui le gardien d'avenir pour les Sharks. Et c'est vraiment important, comme McLean Celebrini, de bien le développer, de prendre bien son temps avec lui pour qu'il soit un gardien, quand il va arriver dans la Ligue nationale, pour de bon, d'être un gardien dominant qui va amener beaucoup de victoires aux Sharks et ramener la flamme du côté de San Jose. On espère vraiment que pour les Sharks, c'est un avenir prometteur qui s'amène. Et avec des gars comme Will Smith, comme Celebrini, comme Askarov, vraiment l'avenir pour nous est vraiment prometteur pour les Sharks. Et c'est ce qui va conclure notre série de 2 épisodes sur les 2 conférences, les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey. Merci encore tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.